quoi sert la résonance magnétique nucléaire, qu'on appelle aussi RMN par son petit nom. Souvent, le grand public ne connaît pas cette spécialité. Par contre, le grand public est en général familier avec une fille de RMN qui s'appelle IRM, pour imagerie par résonance magnétique nucléaire. L'IRM s'utilise surtout en milieu hospitalier pour faire des diagnostics, pour regarder en fait à l'intérieur des patients d'une manière beaucoup plus fine et beaucoup plus riche que les rayons X. Mais en fait, ce qu'on voit dans les patients, c'est finalement assez décevant. Ce sont seulement les noyaux d'hydrogène des molécules d'eau. Tout le reste du patient est inaccessible à l'IRM habituel. Or, dans ce laboratoire, nous faisons de la résonance magnétique nucléaire, où nous pouvons aussi regarder les protons de l'eau, les noyaux d'hydrogène de l'eau, mais nous regardons surtout le carbone 13, nous regardons l'azote 15, nous avons toutes sortes de noyaux qui enrichissent la panoplie de l'information qu'on peut retenir. Alors ici, nous ne regardons pas des êtres humains, ni même des animaux, mais simplement des échantillons inanimés, parfois des cellules vivantes, mais enfin elles sont si petites qu'elles n'ont pas l'air d'être vivantes, et puis beaucoup de matériaux, beaucoup de protéines en solution, toutes sortes d'applications qui nous permettent de comprendre le fonctionnement de la matière. Nous ne sommes pas les seuls, bien sûr, à travailler dans ce domaine. Il y a plusieurs centaines de laboratoires dans le monde. La plupart sont en fait dans le cadre d'industries, notamment pharmaceutiques, car dans le monde pharmaceutique, on utilise la résonance magnétique à grande échelle, tant pour comprendre le fonctionnement et la forme des protéines, qui sont en général les cibles des médicaments, que pour cribler des médicaments. Quand on a une quantité de molécules qui pourraient peut-être devenir médicaments, il faut avoir des critères pour savoir lesquels sont efficaces et lesquels ne le sont pas. Or, justement, la résonance magnétique est un des moyens les plus puissants pour faire cette distinction. Il n'y a pas que l'industrie pharmaceutique qui utilise la résonance magnétique. On la retrouve aussi dans l'industrie des matériaux, par exemple pour la fabrication des éolites et d'autres substances utilisées pour la catalyse. Or, la catalyse est de nouveau un sujet qui n'est pas très bien connu du grand public, mais qui est extrêmement important dans l'industrie chimique, notamment celle du pétrole, parce que la catalyse permet de transformer une molécule en une autre avec une très grande efficacité. Mais pour avoir un bon catalyseur, il faut d'abord le mettre au point, et pour la mise au point, on a besoin de la résonance magnétique. Donc voilà un deuxième secteur dans lequel nos applications sont très recherchées. Oui, j'ai découvert la résonance magnétique lorsque j'étais étudiant en troisième année à l'École polytechnique fédérale de Zurich. Il y avait un enseignant que je trouvais assez ennuyeux. Je n'avais pas perçu que quelques années plus tard, il allait devenir prix Nobel. Mais j'avais entendu une conférence d'un professeur anglais qui était autrement plus brillant, qui s'appelait Rex Richards, qui est par la suite devenu le vice-chancelier de l'université d'Oxford, donc un politique en fait. Et cet homme avait parlé de la résonance magnétique du phosphore, où il avait montré qu'il y a une différence du phosphore dans les cellules et du phosphore à l'extérieur des cellules, qui est en fait due à une différence d'acidité, de pH. Et M. Richards, dans une conférence brillantissime, avait expliqué que ces différents signaux permettaient de voir si les cellules sont réellement vivantes ou si elles sont mourantes. Et en fait, il avait suggéré d'appliquer ça pour la transplantation d'organes, car en effet, la RMN permet de vérifier si un organe, par exemple un rein, est suffisamment, disons, en suffisamment bon état pour se prêter à la transplantation. Et j'ai trouvé ça formidable. Donc le lendemain de son exposé, j'ai écrit au professeur Richards, qui était à Oxford, et lequel m'a dit qu'il n'avait pas de place pour moi. Je ne saurais jamais si c'est vrai ou pas, mais il m'a dit qu'il y avait un jeune homme en face, dans un autre laboratoire, qui lui faisait de la chimie physique, de la résonance magnétique. Et c'est là que j'ai commencé ma thèse.